Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces gentils mots. Alors je complète juste pour faire la publicité, pas du tout pour corriger, mais donc effectivement l'exposition sur Kogouf aura lieu dans les 3 musées du Jura cet automne à la rentrée de septembre, et donc c'est quand même un grand événement pour les Jurassiens, mais j'espère pour tous les Suisses romans et allemands. Parce que Kogouf, c'était un Balois qui a fait toute sa carrière chez les Jurassiens dans les Franches-Montagnes. Il était très célèbre localement, mais aussi au niveau suisse, où il a eu vraiment des grandes rétrospectives dans tous les musées du monde. Et même si peut-être vous vous souvenez de l'Expo 64, il avait une présence, il avait un grand tableau à l'Expo 64. Voilà. Donc pour dire, ça a été un grand monsieur, très oublié aujourd'hui, mais c'est les 50 ans de sa disparition. Et puis j'ai la chance donc de faire cette grande rétrospective qui va s'ouvrir à Delémont-Moutier et Porrentruy en septembre. Et puis pour la collection Zorbib, effectivement, c'est à Deauville qu'il faudra se déplacer pour la découvrir en 2027, en été 2027, si vous avez prévu des vacances en Normandie. Voilà. Ravi de vous retrouver après, je crois, une année, c'est ça? Les conférences ont lieu toujours au même moment. Ça fait une année que je parlais ici, et puis c'est assez rigolo parce que j'ai repris évidemment mon PowerPoint de la dernière fois, et puis j'avais en fait commencé par les 2 mêmes images, si vous vous souvenez. En réalité, j'avais pris ces 2 images, parce que je parlais de toute autre chose, enfin non, je parlais du surréalisme, mais je ne parlais pas à proprement parler des femmes surréalistes, parce que je m'occupais des gens que j'ai l'habitude de traiter, qui sont plutôt Balthus, Giacometti, des gens comme ça qui me sont familiers. Mais j'avais commencé par ça parce que la conférence de l'année passée, c'était les marges du surréalisme. L'idée qu'on était au bord de quelque chose, puis qu'il y avait une frontière, puis qu'il fallait passer un seuil ou une frontière. Et puis j'avais trouvé ces images assez parlantes, très surréalistes pour le coup, mais parce qu'on était justement avec ces 2 personnages qui regardent par le trou de la serrure dans une espèce de frontière, de marge, de dedans, dehors, et en même temps, évidemment, parce qu'on est aussi dans l'univers du surréalisme, eh bien le dedans et le dehors n'est pas très bien marqué. Il y a une porte, mais en fait, on peut passer à côté de la porte. J'avais commencé par ces 2 images pour illustrer le thème, mais j'étais passé très rapidement à autre chose. Et puis cette fois, c'est assez rigolo, une année plus tard, on va rester un peu sur ces 2 images, ou en tout cas on va rester sur ces personnages féminins qui ont été les femmes du surréalisme. Alors, j'arrive ici avec mes 2 conférences de suite sur le surréalisme. On peut imaginer que je suis un très grand spécialiste. C'est pas tout à fait le cas, hein. J'y arrive avec beaucoup d'humilité, puis on va essayer de déconstruire ensemble ce grand thème. Et en réalité, je me suis même donné le défi de faire cette conférence parce que justement, ça m'intéressait, parce que justement, j'ai croisé tout au fil du temps un certain nombre de ces femmes surréalistes, et je me dis, c'est vraiment très intéressant, on les voit peut-être pas assez, c'est un petit peu dommage, j'aimerais creuser la chose, et là, en fait, cette exposition, ou votre cycle sur les femmes, m'a donné le prétexte, la chance, l'occasion de me plonger dans le sujet. Donc, on va y plonger ensemble, je vous emmène avec moi, et puis on va se poser cette question, j'aurais pu mettre un point d'interrogation, le surréalisme, une révolution au féminin. Évidemment, il y a quelque chose de profondément révolutionnaire dans le surréalisme, une révolution même parfois violente, ou en tout cas une fascination pour la violence de la part des grands protagonistes, des grands théoriciens du mouvement. Et puis voilà, qui dit révolution, dit renverser l'ordre établi. L'ordre établi, évidemment, au début du XXe siècle, c'est majoritairement des hommes, enfin une écrasante majorité des artistes qui sont des hommes, et puis des femmes qui, comme ça, peinent à exister, ou alors que quand elles existent, c'est toujours un petit peu l'exception qui confirme la règle. On pense, avant les femmes dont je vais vous parler, ici, on pense à quelques exceptions, Sophie Teuber-Harp, peut-être Marie Laurencin, qui a fréquenté aussi des artistes d'une autre génération, mais enfin voilà, il faut les chercher. Il y aura Sonia Delaunay aussi évidemment, mais il faut les chercher à cette époque-là. Elles sont vraiment des très rares individus, alors que, en tout cas parmi les personnalités qui ont atteint un certain degré de célébrité. Je crois qu'il y a toujours eu des artistes femmes, évidemment, mais voilà, en termes de notoriété. Bon, les artistes dont je vais vous parler aujourd'hui, elles ont atteint toutes des notoriétés assez extraordinaires. On va se jeter dans le bain, là. Véritablement, mon idée dans cette conférence, j'espère que je vais parvenir à faire ça, c'est qu'on va faire une grande traversée de tout un tas d'artistes, on va voir beaucoup d'images, et puis ensuite, on va discuter finalement de ce qu'on a vu et de pourquoi on a vu ça et dans quel ordre. Bon, je commence par une sorte de petit déroulé surréaliste des personnages qu'on va découvrir. On quitte ici 2 tableaux de Léonore Fini pour se rendre
de manière un petit peu fondue, comme ça, c'est la petite touche surréaliste, avec un tableau aussi avec une porte, hein, même ordre d'idées chez Leonora Carrington, on voit un peu des thématiques qui reviennent chez les unes et les autres. De Leonora Carrington, 1954, on passe à Kay Sage. Ah non, pardon, c'est là Leonora Carrington, avant c'était Dorothea Tanning, voilà, ça commence bien. Excusez-moi. De cette Leonora Carrington, cette porte fermée, bon, bah, on va essayer de la forcer pour se retrouver ou basculer dans un tableau de Kay Sage, où là, tout à coup, on est plus dans l'ordre de la fenêtre, ce qui ne change rien par rapport à cette idée du dedans, dehors, et puis d'aller un peu regarder par le trou de la serrure. On progresse et on se retrouve avec Dora Maar, photographe extraordinaire. J'ai intégré à cet exposé quelques photographes qui sont très très importantes pour nous permettre aussi de comprendre que le mouvement évidemment ne se restreint pas à la seule peinture. Il y a aussi les écrivaines qu'on pourrait traiter, mais bien entendu on n'aura pas le temps aujourd'hui. De Dora Maar, on passe chez Lee Miller. Lee Miller avec ici une magnifique un portrait d'espace comme elle l'a donné pour titre à cette photo absolument magnifique qui représente le désert égyptien où elle a passé quelques temps. Valentine Hugo pour une autre fenêtre avec le poète Paul Éluard si vous le reconnaissez, et puis peut-être un autoportrait d'elle ou en tout cas une femme avec lui qui lui fait un bisou. De Valentine Hugo, on ouvre la fenêtre et on bascule chez Remedios Varo. Remedios Varo qui va être une des personnes qu'on va thématiser aujourd'hui. On continue notre petit Leporello, notre petit déroulé. On arrive sur, comme un paravent, mais en fait c'est un tableau qui est dû à Toyen, le mythe de la lumière, 1966. Meret Oppenheim, avec un magnifique tableau où on a ce renversement de l'arbre en haut, en bas, le ciel dans la terre, etc. C'est un tableau d'une poésie folle. Meret Oppenheim, qui est évidemment la caution helvétique de cet exposé, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. À l'intérieur de cet art, on va le transformer en colonne et puis découvrir Frida Kahlo, évidemment. La plus célèbre certainement de toutes, qui est aussi la moins parisienne. Vous verrez que c'est une histoire très parisienne, évidemment. Elle a jamais mis les pieds à Paris, mais on va évidemment la traiter parce qu'il y a des recoupements. C'est une histoire très internationale qui va nous occuper aujourd'hui. On bascule vers une autre qui est Hélène Agar avec son... Itel Kohun, qui est une figure des années 40. Et enfin, la petite tête sculpturale de Hélène Agar. Voilà. C'est dépoussiérage à grands coups de brosse. C'est comme ça que j'ai appelé un peu cette idée que finalement, on va parler des femmes surréalistes. Ça consiste à parler d'un thème qui, concrètement, est déjà assez bien balisé. Moi, je me rappelle effectivement la première fois où ça m'a sauté aux yeux, ou en tout cas où j'ai été interpellé, c'est l'événement international par excellence, c'est la Biennale de Venise de 2002. La Biennale de Venise de 2002, on avait un titre carrément qui était The Milk of Dreams, qui est emprunté à une nouvelle de Leonora Carrington. Et à l'intérieur, si vous vous souvenez, vous étiez peut-être aussi dans le pavillon principal des Giardini, vous aviez une magnifique petite exposition consacrée à son travail. Donc c'était là peut-être que j'ai été accroché pour la première fois par cette thématique, et puis ça a commencé à beaucoup m'intéresser. Après, j'ai un peu regardé ce qu'il en avait été des autres personnes qui sont occupées du sujet. On a eu une exposition au musée de Montmartre à Paris. On voit un petit peu, pour ce qui est de Paris, c'est pas encore le centre Pompidou, c'est pas encore le Grand Palais, ça reste un musée un petit peu, disons, secondaire, mais enfin quand même, il y a une exposition à Paris en 2023 du surréalisme féminin. Fantastic Woman à la Schirmkunsthalle de Francfort, donc les Allemands s'y sont collés en 2020. In Wonderland, Women from Surrealist Mexico et États-Unis au musée de Los Angeles en 2012. Et puis enfin, en Angleterre, on a aussi une exposition assez pionnière en 2009. Avant cela, j'évoque quelque chose aussi que je trouve toujours extrêmement fascinant, c'est les colloques de Cerisy. Les colloques de Cerisy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est dans le monde intellectuel français et européen, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un vieux château en Normandie où s'organisent des colloques de pointe vraiment très très intéressants autour de sujets bien spécifiques, et depuis 1952. Et ils en sont à leur 800e colloque, c'est vraiment absolument fou, mais à chaque fois c'est d'un niveau extraordinaire. Je me rappelle une anecdote où j'étais une fois dans une conférence, et puis
Et puis il y avait quelqu'un qui était doctorant sur un certain sujet, puis son interlocuteur, qui était un professeur un peu plus vieux que lui, qui lui avait dit « Ah, vous travaillez sur ce sujet, c'est extraordinaire, j'étais à Cerisy quand on a parlé du même sujet. » Et puis je me rappelle d'avoir vu briller les yeux du doctorant. Enfin voilà, on est un peu dans cette espèce d'élite comme ça. Et puis ils ont intitulé leur colloque, qu'ils avaient déjà fait avant les années 2000, en 1998, « La femme sans tête », jouant admirablement sur les mots, étant donné que la femme sans tête, orthographiée S-A-N-S, tête, eh ben, c'est un très célèbre ouvrage surréaliste de Max Ernst. Mais là, c'est la femme sans tête, et puis la femme voilà, mérite d'exister très fort dans ce mouvement. Bon, on revient pour ensuite essayer de rendre à, non pas César ce qui est à César, parce qu'évidemment, quand on parle des femmes, je me suis dit que je me permettais ce jeu de mots, un petit peu ce détournement, parce qu'il s'agit évidemment de rendre à une femme ce qui revient à une femme. Whitney Chadwick, née en 1946, c'est elle la pionnière, c'est elle qui la première a commencé à dépoussiérer ce sujet, à l'explorer tout simplement, et donc elle fait sa thèse sur le surréalisme dans les années 80, et puis 1985, elle va faire un livre très important qui est les femmes surréalistes, enfin les femmes et le mouvement surréaliste. Et puis là, elle va faire une enquête absolument extraordinaire où elle va vraiment aller, là elle fait œuvre de pionnière, enfin c'était l'année de ma naissance pour vous dire, ça fait quand même un petit moment, elle va aller interviewer des femmes qui sont pour la plupart encore vivantes, et puis elle va leur rendre vraiment justice en tant qu'elle va aller chercher ce qu'elles ont fait d'extraordinaire, et puis chercher un peu les liens entre elles, et puis les mettre en avant. Elle va se... Bon, dans cette histoire-là, peut-être je compléterai pour dire que dans la carrière de cette femme, si vous ne la connaissez pas, peut-être faut vous y intéresser un petit peu parce qu'elle est assez extraordinaire. Elle va ensuite développer, c'est assez logique, une fois qu'on s'est bien plongé dans un sujet, elle va développer la chose en allant chercher les femmes plus largement, Women, Art and Society, c'est-à-dire le rôle des femmes à peu près dans toute la création artistique. Et puis évidemment, elle fait un rôle de pionnière qui donne lieu aujourd'hui à des tas de chercheuses ou de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Bon. Mais cette femme-là a été, donc on va parler maintenant du corpus, parce que le corpus est compliqué quand on parle des femmes surréalistes. Vous voyez, les citations que j'ai été chercher, je n'ai jamais été surréaliste, déclare Leonora Carrington, je vivais avec Max Ernst. Point. Voilà. Lui, il l'était peut-être, moi je ne l'étais pas. Frida Kahlo, c'est jamais considérée comme surréaliste, comme une artiste réaliste qui peignait sa propre vie. Alors on va considérer que sa vie est compliquée, donc il y avait des tableaux assez torturés, mais enfin voilà, elle peignait sa propre vie. Léonore Fini se tient délibérément à l'écart du mouvement, et puis là j'ai mis une citation en anglais, j'ai eu la paresse de la traduire, mais d'abord, en gros, j'ai fait un tableau qui recourait à mon imagination, puis ça a donné quelque chose de surréaliste, mais ce n'était pas du tout intentionnel. Voilà. Ne surtout pas nous exiler. Non, alors ça c'est intéressant, cette dernière phrase. C'est-à-dire que aussi bien Oppenheim, Tanning que Fini, quand elles ont fait les entretiens avec Madame Chadwick pour le livre qu'elle faisait dans les années 80, eh bien, elles ont tous dit « Votre livre nous pose problème ». Enfin, en tout cas les trois et puis d'autres. Votre livre nous pose problème parce qu'en gros, vous nous mettez dans un enclos, vous nous séparez des autres, et puis au fond, ces autres-là, on les a particulièrement bien aimés, la plupart du temps c'était d'ailleurs nos compagnons de vie, nos amours, et ci et ça, et donc ne nous séparez pas d'eux, c'est vraiment très dérangeant. C'est assez intéressant ce point de vue-là, parce que donc il y a celles qui ne veulent pas être considérées comme des surréalistes, et il y a celles qui ne veulent surtout pas être regroupées en tant que femmes et qu'on les sépare des hommes. Ça, c'est assez intéressant, puis ça va nous permettre un peu de réfléchir peut-être après et puis de discuter. En tout cas, ça a été fort chez ces femmes-là, à tel point que Meret Oppenheim a interdit à l'auteur, dans le livre où il y avait évidemment des illustrations, de reproduire des œuvres d'elle. C'est-à-dire que dans le livre de Chadwick 1985, il n'y a aucune œuvre de Meret Oppenheim. Elle en parle, mais elle n'a pas mis de reproduction. Bon. Intéressant. Alors comment j'ai fait mon choix, vous me direz, je vous dis ça rapidement. La famille surréaliste, il faut évidemment considérer que c'est pas forcément eux-mêmes qui se définissent en tant que tels, et d'ailleurs à l'époque même, certaines de ces femmes qui se déclaraient pas surréalistes, elles ont été récupérées, ou en tout cas invitées à des expositions. Elles ont souvent accepté l'invitation. Donc en gros, voilà, la définition ne vient pas forcément de la personne elle-même. J'ai cherché à faire un florilège varié
sans en faire trop, parce que sinon ça aurait été une liste impossible. Et puis d'ailleurs là, il va falloir que j'accélère un peu pour essayer d'arriver au bout, parce qu'elle est déjà longue, ma liste. J'ai pris 13 artistes. J'ai essayé de chercher la première génération, mais il faut savoir qu'il y a des artistes qui sont de très grande valeur dans le surréalisme, qui vont créer, ou en tout cas qui vont commencer à créer jusque dans les années 60. Il y a des jeunes artistes surréalistes dans les années 60. J'ai essayé de ne pas prendre cela. J'ai vraiment commencé avec cette génération qui commence dans les années 30. À peu près au moment où démarre le surréalisme, je donne toujours la date de naissance, vous la connaissez maintenant parce qu'il y a eu l'exposition il y a 2 ans, c'est 1924, on fêtait les 100 ans en 2024. Et puis enfin, c'est le goût personnel que j'ai été chercher. Alors j'ai fait un plan de métro pour qu'on s'y retrouve. C'est tout à fait amusant parce qu'en fond, je m'amuse moi-même de cette naïveté, mais j'ai vraiment voulu, il était important pour moi aussi, pour ma manière de penser, de les mettre toutes sur un schéma, et que ce schéma devait montrer que souvent elles se croisent, souvent elles font des bouts de chemin ensemble, et en même temps elles sont extrêmement diverses et variées dans leur parcours de vie, et ce parcours de vie est presque systématiquement ultra international. Et là je vais vous montrer juste qu'en gros on n'a qu'une ligne droite dans tout le plan, c'est Valentine Hugo, très parisienne, très française, et puis c'est la seule. Après, toutes, elles ont grandi dans un environnement aux 4 coins du monde. Alors là, vous voyez, c'est drôle parce qu'il y a une liste qui ne reflète pas du tout une vraie géographie, c'est une géographie imaginaire dont j'avais besoin pour faire ce plan. Donc on passe de l'Inde à la Suisse, à la République tchèque, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, l'Argentine et Mexico. Ça, c'est les grands pays où toutes ces femmes que je vais vous présenter maintenant ont eu à faire, sont nées, ont passé un bout de leur enfance, et ci et ça. Et ça donne qu'en fait, il y a quand même une concentration très grande ici. Et cette concentration, si on suit la ligne, c'est la France, et c'est évidemment Paris. Donc c'est une histoire éminemment parisienne, mais après, ce qu'elles ont été chercher à Paris, et cette émulation surréaliste, elles ont été aussi la répandre, on le voit là, tout autour du monde. Et puis il n'y en a qu'une exception là, qui a pratiquement jamais été à Paris, enfin qui n'est pas allée à Paris, c'est Frida Kahlo, dont on va parler tout à l'heure. Allez, on commence avec la plus régulière, avec celle qui file en ligne droite, avec Valentine Hugo. Valentine Hugo, elle a... alors vous verrez que je me suis amusé dans ces petites présentations, on fait très rapidement, hein, on les brosse en quelques lignes. Elle est née donc, en France, elle fait ses beaux-arts à Paris, elle épouse en 19 le peintre Jean Hugo. Je vais essayer le moins possible dans tout cet exposé de définir les femmes par leur mari, parce que sinon ce serait un exercice bien compliqué et bien problématique, parce que ça serait justement de dire, bah voilà, elles existent surtout par eux. Non, justement, elles existent en tant que telles. Elles sont des femmes extraordinaires, elles sont des artistes accomplis, et c'est pour ça que j'en parle. Mais ici, j'en parle juste parce qu'elle a gardé son nom, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres. La plupart n'ont pas le nom de leur mari, elles ont gardé leur nom de jeune fille ou autre, mais comme elle a ce nom d'Hugo, ben voilà, j'ai juste évoqué, c'est un mariage qui va s'arrêter d'ailleurs assez vite. Elle dessine des costumes pour le théâtre, notamment pour des pièces avec Jean Cocteau, fréquente le groupe surréaliste dès le départ, pratiquement dès 1926. Elle va, après je ne vais pas non plus vous faire la liste des histoires amoureuses des uns et des autres, on pourra en parler rapidement dans les questions si vous voulez, mais justement il s'agit de s'écarter de cette vision toujours, voilà, elle a été la muse d'un tel. Non, elle a été une artiste extraordinaire, point final. Fin de vie solitaire et désargentée, alors là pour le coup c'est vraiment très dommage. On va voir pour certaines que c'est le cas et d'autres un peu moins, il y en a qui auront des succès divers. Enfin, elle, ça finit assez mal. On va regarder un petit peu son travail. Elle fait beaucoup de, des illustrations, notamment de livres de Paul Éluard. Elle est très proche de Paul Éluard. Elle va faire des visions complètement hallucinées. Elle a un dessin très, très délicat, très sûr. Et puis, elle fait un autre que j'ai particulièrement aimé. Alors ça, c'est pas une illustration, ça c'est le même livre qui s'appelle Les animaux et les hommes de Paul Éluard 1937. Là, on a un dessin de 1929 qui est assez extraordinaire avec cette femme et puis ses griffes qui lui rentrent, puis ce personnage en bas qui semble se noyer. C'est quelque chose comme ça d'assez glaçant. Mais enfin voilà, cette fascination d'un monde et puis d'un travail, c'est un peu ce que j'ai envie de parcourir avec vous. Puis après, on va un peu parler de choses qui les réunissent ou pas. 2 autres exemples de Valentine Hugo, un travail autour de Maldoror, le crapaud de Maldoror, en référence à ce héros de Lautréamont,
par ailleurs aussi grande inspiration des surréalistes, mais un écrivain du 19e siècle. Et puis la tête de autre voyant, autre personnage aussi d'une certaine manière halluciné, qui est Arthur Rimbaud, un portrait d'Arthur Rimbaud assez extraordinaire, qui a été d'ailleurs vendu assez récemment aux enchères à plus d'1 million d'euros. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire quand on pense, enfin, c'est toujours glaçant d'imaginer que la pauvre Valentine Hugo a terminé sa vie dans la misère et puis que maintenant ces tableaux s'arrachent à plus d'1 million. On revient à notre plan de métro et où on se retrouve où? Voilà, Kay. On part aux États-Unis, je les ai fait à peu près dans l'ordre, les ordres on pourrait les changer indéfiniment, mais je les ai fait à peu près dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire de leur naissance, même si ce n'est pas toujours le moment où elles ont commencé à créer, mais enfin peu importe. Kay est née aux États-Unis dans une famille extrêmement riche, comme d'ailleurs la plupart, hein, c'est un peu l'habitus de ces jeunes femmes, outre qu'elles sont très cosmopolites, c'est souvent qu'elles viennent de milieux assez aisés, qu'elles sont très éduquées, etc. etc. Bon, Kay, en tout cas, c'est son cas. Elle va faire de la peinture à Rome pour sa part, elle voyage énormément, puis elle décide de se former à Rome. C'est ce qu'on voit hein, sur ce plan de métro avec ces espèces de mouvements, c'est comme un électrocardiogramme, c'est en fait quand elles ont bougé de pays, voilà, c'est ça que j'ai essayé de figurer. Elle va être importante pour le groupe surréaliste parce que le groupe surréaliste, comme vous le savez, ils ont été plus ou moins chassés de France par les nazis hein, au moment de l'occupation. C'était pas tellement sûr de rester pour eux, donc la plupart ont été se réfugier aux États-Unis. Elle a été, avec ses contacts, quelqu'un qui les a beaucoup aidés. Elle épouse l'un d'entre eux. Vous devinerez peut-être lequel, mais justement, je m'amuse à ne pas le nommer ici, c'est Yves Tanguy. Voilà. J'essaye de ne pas définir la femme par son mari, mais enfin, elle va épouser Yves Tanguy, ils vont vivre heureux jusqu'à la fin de leur vie aux États-Unis, et elle se suicidera quand même, parce qu'après le décès de son mari, voilà, elle va probablement pas très bien le vivre, mais peu importe. Kay Sage, c'est assez extraordinaire. On dit souvent d'elle qu'elle s'est définie dans son travail en opposition à Max Ernst, dans une opposition, je dirais, toute relative, parce que chez Max Ernst, on a ces espèces de petites formes un petit peu bizarres, des petits asticots, des petites choses comme ça qui traînent dans des paysages généralement très désertiques. Là, on a les paysages désertiques, c'est absolument fascinant, mais sans les petites formes étranges. La plupart du temps, c'est beaucoup de vide, et puis en même temps des visions hallucinées que je trouve très riches dans ce qu'elles ont pu alimenter, influencer, enrichir l'imaginaire américain autour de la science-fiction. Pour moi, c'est du cinéma. Il y a énormément de visions comme ça qui sont très cinématographiques chez Kay Sage. Ça, c'est son tableau le plus célèbre qui a été vendu aux enchères à plusieurs millions il y a quelques temps. C'est aussi celui qui faisait la couverture du fameux livre de 1985. Et puis, un autre de ces tableaux magnifiques. Donc ça, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, parce qu'il y a vraiment une personne qui, d'ailleurs, est drôle, je trouve, parce qu'elle fait penser à un des tableaux les plus célèbres de Gerhard Richter, qui a été fait bien des années plus tard. Donc, est-ce que Richter avait ce tableau en tête, ou est-ce que c'est un pur hasard? Mais enfin, de nouveau, ce côté pionnière est très intéressant. Et enfin, donc, un autre tableau que vous voyez là, puis respectivement, elle est évidemment cette Kay Sage dans les plus grands musées, avec ici un tableau du Whitney à New York, et puis du MoMA, deux tableaux des années 50, et puis qui montrent assez bien ce côté voilà, très architectural, très désert en même temps, et puis en même temps qui est plein de structures, plein d'atmosphères, et puis tout à fait fascinant. On retourne à notre plan pour faire un petit détour par l'Argentine, mais l'Argentine où en réalité on se rend compte qu'il y a tout un tas de communautés qui ne sont pas vraiment des Argentins, mais qui vivent là et qui font des enfants. En l'occurrence, c'est dans une famille anglaise, très fortunée aussi, que va naître Eileen Agar. Eileen Agar, elle va assez vite retourner aux États-Unis, où elle va faire son apprentissage, enfin ses études à Londres autour des années 1920. Elle va à l'école en Rolls-Royce, enfin, vous voyez un petit peu le genre d'habitus de ce personnage. Mais en même temps, pour l'anecdote, elle refuse que le chauffeur la pose devant l'école, parce qu'elle a quand même un petit peu honte, donc elle sort un bloc de maison juste avant. Elle s'installe à Dieppe avec un mari qui lui sert à s'émanciper de sa famille. Elle le quitte l'année suivante. Donc on voit qu'il n'y a pas non plus des histoires d'amour forcément structurantes, mais bien plus, il s'agit de s'écarter de ce milieu. Parce que bien sûr, toutes ces femmes qui viennent souvent de familles très riches et fortunées, donc elles sont ouvertes sur le monde, mais souvent c'est aussi des milieux très conservateurs. Donc il s'agit de
en tout cas à minima taper du poing sur la table pour s'imposer comme artiste et puis épouser une carrière artistique. Les parents, généralement, sont contre. En 1928, elle se lie avec les surréalistes à Paris. Elle est membre du groupe anglais. Il y a évidemment eu des expositions surréalistes en Angleterre. Et puis, elle meurt à Londres. Mais elle est enterrée à Paris. C'est assez intéressant, cette idée qu'on meurt dans un endroit, mais qu'on dit là où j'ai vécu mes années peut-être les plus intenses, j'aimerais être enterré. Voilà, elle est au Père-Lachaise. On découvre avec elle des têtes assez intéressantes dans la lignée un petit peu de Sophie Teuber, des personnages pleins de mystères comme ça. Elle est forte en 3 dimensions, mais elle a aussi... elle fait des tableaux très abstraits, un peu type patchwork, mais avec une structure tout à fait intéressante, et puis qui sont des personnages très enlevés, très oniriques, qui m'intéressent aussi beaucoup. Et puis la question de la structure, ou surtout de la surface picturale et de l'espace pictural, à mon avis, est très intéressant, parce qu'elle en joue avec beaucoup de liberté. Ensuite, on va avoir une série de photographies assez géniales, parce que finalement, qu'est-ce que c'est le surréalisme? Sinon aussi une manière de voir le monde. Alors on le transforme, on crée des choses qui viennent de l'imaginaire, mais on a aussi un regard sur le monde qui souvent est teinté d'une poésie, du surréalisme. Et ça, c'est une série de rochers en Bretagne, à Ploumanac, qu'elle a photographié. Alors, je vais essayer juste de reprendre un petit peu le fil de mes notes, parce que sinon je vais vous dire des bêtises, j'espère pas. Oui, c'est ça, exactement ça, on est à Ploumanac en 1936. On arrive, on se balade en Europe avec Toyen, né à Prague, qui va faire évidemment ses études là-bas, avec un petit passage à Paris, et puis elle, on voit qu'il y a une deuxième vague où elle va revenir à Paris, évidemment, pour fuir un régime communiste qui ne lui permet pas de s'exprimer bien après la Deuxième Guerre mondiale. Donc Toyen, Prague, École des Arts appliqués de Prague, pseudonyme de Toyen en référence à citoyen, donc un cœur évidemment à gauche, républicain, ce que vous voulez, puis c'est aussi ça qui va l'amener en France. Installation à Paris en 25, cofonde en 34, à un moment où elle est rentrée à Prague, le groupe surréaliste tchèque, en raison des circonstances politiques, créé dans la clandestinité après 1939, et pour les mêmes raisons, elle va revenir à Paris après la guerre. Toyen, c'est tout à fait fascinant parce qu'elle commence avec des choses très aux enfants, très orphiques, comme ça, mais en même temps plein de poésie, parce qu'il s'appelle le scaphandrier, donc on voit plutôt une espèce de... C'est justement pas un homme, c'est une espèce de maison, c'est des formes, mais en même temps, il y a les poissons autour, et puis on voit bien qu'on est dans un univers marin, autre univers marin, très abstrait, très étrange, avec un peu des formes comme ça de méduses. Et puis, ça va être pas mal torturé chez Toyen. Je trouve en tout cas qu'il y a un grain de la peinture qui m'intéresse énormément, avec ces espèces de zones là, comme brûlées, extrêmement inquiétantes. Et puis tout est inquiétant dans ce tableau, parce qu'évidemment, cette personne, elle est retournée de dos, mais en même temps, surtout dans la blouse, on voit qu'il n'y a absolument rien, donc c'est un corps vide. Puis en même temps, il y a l'innocence de la chasse aux papillons, mais il y a quelque chose de tout à fait glaçant dans ce tableau. On va avoir des tableaux encore plus terribles. Le Prométhée enchaîné, qui a été montré il y a quelques mois à la Fondation Baeller dans l'exposition de la collection Hersin, dont je vais parler peut-être tout à l'heure, rapidement. Un autre tableau assez génial, où on voit comme une petite fille, puis l'idée de se fondre un petit peu dans le décor, puis de nouveau la matérialité de la peinture, quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'illustration, ce qui pour moi est peut-être la pire critique qu'on puisse adresser à certains artistes, c'est l'idée de... ils font de l'illustration, là on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sensuel, ou en tout cas qui nous prend aux tripes par rapport à ces motifs, et surtout leur intégration comme ça dans l'espace pictural. On continue notre survol avant d'aborder des questions un peu plus générales. On commence en Inde avec Aitel Kahun. Donc Kahun, c'est ce nom imprononçable qu'on doit prononcer comme je le fais, mais qui est étrange à lire. C'est simplement que c'est un nom écossais. Aitel Kahun va grandir en Inde britannique évidemment, sous mandat britannique, donc elle est tout à fait anglaise, elle n'est pas indienne. Elle va revenir à Londres, elle va faire son petit passage à Paris, et puis elle revient à Londres, elle finit sa vie en Cornouailles, voilà pour Aitel Kahun. Donc on a cette attirance, ça c'est des choses qu'elles vont l'une et l'autre parfois partager, grande attirance pour l'occultisme et l'alchimie,
Et puis participe aussi à l'exposition de Londres, donc fait partie de ce groupe anglais. Elle est exclue du groupe anglais, on ne va pas reparler de ces histoires d'exclusion, mais on sait qu'il y a toujours eu cette idée d'un dedans-dehors, vous on vous prend, vous on vous prend pas. Et puis enfin, elle va décéder en 88. Elle fait ce tableau, ce premier tableau très intéressant par rapport à l'affirmation aussi de la femme puissante, conquérante, etc., qu'elle s'empare ici du thème de Judith et Holoferne, un tableau qui va suffisamment marquer les esprits pour être exposé en 1931 à la Royal Academy à Londres. Donc un très bon début de carrière, et puis ensuite des images complètement hallucinées. Moi, ce que j'aime beaucoup chez ces femmes, ou en tout cas chez ces artistes, c'est de voir que voilà, il y a certaines images qu'on a. Une fois qu'on les a vues, on aura du mal à se les enlever de l'esprit. Enfin, c'est une force. Et alors, c'est très amusant aussi, c'est très poétique, c'est plein de références. Charybde et Scylla, les deux monstres de la mythologie grecque que doit affronter Ulysse dans son retour à Ithaque, eh bien, c'est assez génial parce que ces deux pénis, et là, voilà, toute une idée de le monstre, en l'occurrence, j'ai l'impression, qui serait plutôt dit féminin dans certaines langues. En tout cas, là, c'est vraiment deux monstres masculins avec leur gros pénis. Et puis, en même temps, aussi bien cette représentation et cette mise en scène avec quelque chose de l'ordre du féminin incarné. Enfin, il y a un petit côté origine du monde aussi incarné par cette magnifique touffe de corail ou d'algues plutôt en bas du tableau. Et puis juste au milieu, ce que je trouve génial, c'est ce petit bateau, quoi. C'est le petit bateau d'Ulysse qui juste pointe son nez et puis qui en même temps est très années 60, enfin pas du tout, c'est pas une galère grecque, quoi. Enfin bon, très fascinant tableau, extraordinaire artiste, c'était Eitel Kahoun. Qui fait aussi voilà, des tableaux. Alors lui, il est extraordinaire, il semble sorti de l'autre tableau, enfin c'est une variation, mais avec des coquillages et des crustacés, elle nous fait une espèce de personnage voilà, fantomatique, angoissant et en même temps légèrement érotique. Et terminera avec d'autres visions, enfin on terminera ici avec d'autres visions que je trouve assez extraordinaires, où on a comme des éponges, hein, c'est comme si elle était très influencée par cet univers marin, comme des éponges, et puis de nouveau le traitement, les petites veines qu'elle arrive à créer par des techniques qu'elle développe en tant que peintre très intéressantes, ça va être voilà, tout à fait fascinant. Et puis quelque part, elle a un petit peu son cocon, son univers, elle fait des choses que je trouve très intéressantes. On avance parce qu'il y en a tellement à traiter, mais comme ça on en aura comme une certaine idée, on aura vu des images. Léonore Fini, elle est née à Buenos Aires, on a vu juste tout à l'heure sur le plan du métro, hein, qui revient à chaque fois, donc vous pouvez regarder. Elle est née à Buenos Aires, père argentin, mère italienne, le couple divorce, elle est emmenée par sa mère à Trieste, et c'est là qu'elle va grandir de nouveau en rupture avec sa famille, un peu l'histoire classique, le schéma où elle part dès 17 ans à Milan pour faire de l'art. Elle va assez vite avoir ses expositions, fréquenter des personnes très intéressantes, et puis elle s'installe à Paris en fin 1932, fréquente les surréalistes sans adhérer au groupe. L'anecdote magnifique avec cette femme hyper extravagante, c'est que sauf erreur, la fois où elle rencontre le groupe, la plupart des gens du groupe, elle est habillée pour tout vêtement d'une robe de cardinal. Donc c'est assez provocateur, c'est assez génial, ça a dû vraiment marquer les esprits. Donc voilà pour Léonore Fini. Elle ne va jamais adhérer, vraiment un esprit très libre, et en même temps, elle les fréquente beaucoup. Et comme elle est une portraitiste extraordinaire et qu'elle fait le portrait de tout le monde, évidemment, ça va aussi, d'une certaine manière, la rapprocher du groupe. Vie tantôt mondaine, tantôt recluse. Elle fait partie comme ça des plus grands bals de la Café Society, mais en même temps, elle est aussi très sauvage. Elle meurt à Paris en 1996. Elle va faire des choses incroyables. Dès 1929, j'adore ce tableau que j'ai voulu absolument montrer. Ces petits fours, là, ça fait tout de suite penser à un art pop. Ça fait penser à Wayne Thiebaud, l'américain, je ne sais pas si vous l'avez en tête, un de ces pop artistes américains qui fait beaucoup des gâteaux, des choses comme ça. Et elle fait ça dès 1929. Elle a un petit côté, voilà, la femme endormie, bon, très traditionnel, mais ça va vite évoluer, ça c'est des tableaux des années 20, ça va vite évoluer vers des choses beaucoup plus érotiques, peut-être de toute l'équipe que je vous présente ici, c'est celle qui va le plus assumer une part féminine érotisée, parce qu'aussi c'est ça un petit peu la grande différence, mais bon, ça on en reparlera peut-être rapidement dans la discussion, on avance, mais pour dire que voilà, les femmes surréalistes ont souvent été
sous le regard des hommes, des objets de désir, en tout cas dans la production des surréalistes hommes, mais d'une certaine manière, chez elles, c'est un petit peu moins le cas. En tout cas, un des trucs qui va les rapprocher, c'est que souvent, voilà, l'érotisme n'est pas forcément le plus intéressant pour eux. Elles arrivent à choisir d'autres voies parfois. En tout cas, Fini, elle n'a pas eu trop de problèmes à s'approprier aussi ces codes de l'érotisme. Elle va faire le portrait des uns des autres. Ici, c'est Meret Oppenheim. Meret Oppenheim, magnifique femme comme ça, sauvage et aussi très puissante, très présente, et pas autrement érotisée, hein, dans un déshabillé, mais en même temps, elle a surtout l'air très sûre d'elle et très puissante. On a la même qui nous fait un autoportrait extraordinaire avec un scorpion dans son gant, en détournant complètement cette espèce d'idée que le scorpion, avec son dard, c'est évidemment quelque chose de profondément érotique et masculin, mais en même temps, elle le détourne, ou en tout cas, elle est la maîtresse du scorpion. Il est dans son gant, et puis elle n'a pas l'air de trouver ça autrement problématique. Mais elle est tout à fait fascinante, cette Léonore Fini. Elle représente son autre amie, on a vu Meret, mais là c'est Leonora Carrington. Elle représente Leonora Carrington aussi dans une manière une représentation d'une puissance extraordinaire, en armure. Elle n'a pas les armes, elle n'a pas besoin des armes, c'est ça qui est assez génial. Elle est juste là, habillée de manière très autoritaire, avec une présence fantastique, certainement au premier plan à défendre les deux jeunes femmes, on pourrait dire la veuve et l'orphelin, qui sont derrière elle, mais enfin en l'occurrence, ce n'est pas un chevalier servant, mais c'est bel et bien une femme dans toute sa force. Et donc, une autre de ses collègues surréalistes, Leonora Carrington, dont on va parler tout de suite. Formidable image là, puis là j'ai joué aussi les correspondances. Donc ici on a affaire à un tableau de lesbiennes comme il y en a beaucoup dans l'histoire de l'art, mais en l'occurrence deux aveugles qui donnent un petit côté encore plus dérangeant et assez intriguant à cette scène-là. Tableau qui a été vendu aux enchères assez récemment, qui a atteint des sommets. Et puis on revient à Paris pour faire un petit détour par l'Argentine. C'est assez fou comme ça. On pourrait presque dire que Hélène Agar, Léonore Fini et Dora Maar se seraient croisées à l'école à Buenos Aires, mais en fait non. Mais c'est assez fou d'imaginer comme ça qu'elles ont ces souvenirs plus ou moins en commun. Et puis elles vont toutes se retrouver à Paris. Bon, elles ne se croisent juste pas, mais elles auraient presque pu se croiser parce que Dora, son père est architecte, Markovitch, est architecte viennois, et puis il est chargé, il va d'ailleurs concevoir l'ambassade d'Autriche à Buenos Aires à cette époque-là. Il est croate, voilà, mais empire austro-hongrois. Et puis il retourne à Paris en 1926, sa mère est française, elle fait des cours de peinture à l'Académie Julian, fréquente le groupe, dès 1944 se retire à Ménherbe, elle soigne une dépression nerveuse, notamment par une analyse avec Lacan. Pourquoi elle a fait une dépression nerveuse? Vous saurez certainement qu'elle avait un compagnon assez détestable à cette époque-là. Elle meurt à Paris en 1997 dans l'anonymat. Dora Maar, c'est une photographe extraordinaire. J'ai fait les deux aveugles là tout à l'heure, les deux lesbiennes aveugles, puis là on a un groupe d'aveugles en Espagne dans les années 30 quand elle voyage tout seule là-bas. Voilà. C'était pour le petit clin d'œil, un peu les correspondances. Un autre type d'aveugle qui est une sorte de foetus de tatou qu'elle a nommé le père Ubu, qui est à nouveau une de ces images extraordinaires. Quand on l'a vue, on peut pas l'oublier tellement elle est géniale. Et puis le père Ubu, quoi, voilà, cette figure comme ça du théâtre français, en même temps détestable et puis extrêmement mignonne en fait dans la manière où elle le caricature. Bon. La même, Dora, elle va faire des extraordinaires photomontages. Donc elle découpe ses négatifs, elle les recompose, etc. Elle les retire et puis ça va donner des choses. Aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, on fait tout et n'importe quoi en un clic, mais j'aime autant vous dire que c'était beaucoup plus compliqué de faire ça dans les années 30 et ça donne des images extraordinaires aussi. Magnifique Dora, elle va peindre aussi de manière très éloignée du compagnon qu'elle a eu durant de nombreuses années. Et puis ça, c'est tout à son honneur. Et je dirais c'est assez extraordinaire de voir ces magnifiques paysages qui ressemblent à rien et qui en même temps sont d'une grande poésie, d'une grande force et qui fonctionnent extrêmement bien.
C'est des choses donc, qu'elle va faire plutôt dans les années 50. Où en est-on avec notre plan du métro? On en arrive à Lee, autre photographe. Vous voyez pourquoi les deux sont rapprochés l'une de l'autre. Lee Miller. Lee Miller, extraordinaire, elle arrive donc elle va aussi naître dans un milieu assez progressiste, cultivé, bourgeois. Elle va faire ses études à Paris en rupture avec sa famille assez rapidement. Elle fait des allers-retours avec New York. Elle a la chance d'avoir très rapidement trouvé un moyen de gagner sa vie et son indépendance assez efficace, étant donné qu'elle est mannequin. Elle est mannequin pour Vogue, et donc elle va avoir comme ça aussi beaucoup de mandats, même si à l'époque ça ne devait pas non plus être un star system où elle était très, très bien payée. Enfin, elle va passer assez rapidement derrière l'appareil photographique, et puis avec Man Ray, là je le cite, bon évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on lui doit à elle, accessoirement, l'une des découvertes qui va être très célèbre dans leur couple, c'est la découverte de la solarisation. Une fois, ils ont un accident d'atelier dans la chambre noire au moment où ils sont en train de développer les photos. Sauf erreur, elle entend une souris ou je ne sais pas trop quoi, enfin il y a un truc qui l'effraie. Elle rallume la lumière avant que le tirage photographique ait bien réussi à se développer, et du coup, l'apport de lumière inopinée va faire des reflets extrêmement étranges sur la photographie, et petit à petit, ils vont apprendre à maîtriser, pour donner un effet extrêmement étrange à ces photographies solarisées, ils vont apprendre à maîtriser le procédé, et donc ils vont en fait inventer un nouveau procédé pour développer. Elle fait une parenthèse égyptienne après Paris, où elle épouse un riche turc, sauf erreur, et puis ils se retrouvent en Égypte, mais ça va évidemment pas durer beaucoup, mais c'est pour ça que vous avez ces magnifiques vues de désert assez mystérieuses, dont je vous en ai montré un exemple tout à l'heure. Et puis, elle est correspondante de guerre, évidemment. On lui connaît des vues extraordinaires. Elle est photoreporter, mais ce n'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui, évidemment, parce qu'on n'a pas le temps. Mais elle va faire extraordinaire ici un portrait assez surréaliste avec ce lustre, je ne sais pas quoi. Sauf erreur, elle a dû utiliser des miroirs pour créer cette illusion. Enfin, c'est un peu mystérieux. C'est Charlie Chaplin, le modèle. C'est assez amusant, le jeune Chaplin. Elle va être la documentaliste, j'ai envie de dire, de tout ce groupe, étant donné qu'elle représente ici toutes ses amies qu'elle fréquente dans cet univers à Paris. On a ici Leonora Carrington, Leonore Fini, Dora Maar, Dorothea Tanning, Kay Sage. Là, sauf erreur, mais c'est pas certain, ça pourrait être Meret Oppenheim. Et puis la dernière, c'est Hélène Agar. Donc on voit ils ont tantôt passé des vacances ensemble, fréquenté les mêmes lieux, se sont photographiés les unes les autres. Enfin, on est quand même aussi dans un univers où il y a une grande solidarité, sororité, on peut l'imaginer. C'est un truc absolument abominable, mais de nouveau, ça fait partie de ces choses. Une fois qu'on les a vues, on ne peut pas s'empêcher de... Quoi? Est-ce que c'est vrai? En l'occurrence, vous ne l'interprétez pas forcément comme tel, on dirait un tacos, mais il s'agit d'un sein qui a été... enlevé lors d'une opération réelle, et c'est là que ça devient encore plus glaçant. Et là, sauf erreur, a été chercher enfin bref, elle a fait un reportage dans l'hôpital, et à un moment donné, dans l'hôpital, elle a demandé une assiette, et puis ils ont fait ce montage à l'intérieur de l'hôpital, mais enfin, il s'agit d'une vraie abolition. Ça a fait une référence aussi à l'histoire de l'art assez terrible. Vous savez, le sein tranché de l'Amazone pour pouvoir mieux tirer à l'arc. Il y a un peu de ça là derrière, mais c'est atroce. Avec en plus les couteaux, les couverts à côté. C'est absolument atroce, mais c'est en même temps fascinant, et elle a beaucoup de mérite d'avoir été dérangeante à ce point. Autre photographie qui est en même temps un reportage de guerre, et je voulais juste le montrer parce que je trouve extraordinaire, même quand par après elle va faire des reportages pour Vogue, pour documenter la guerre, elle va faire des trucs hyper surréalistes. En fait, elle désinfecte des gants dans un hôpital, et puis ça donne une image complètement folle. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter plus longtemps sur ces histoires de guerre. Meret Oppenheim, vous la connaissez, on va faire le plus vite possible sur elle, mais c'est donc une femme qui va être très importante dans ce groupe aussi, notamment pour sa création d'objets avec cette extraordinaire ma gouvernante, cette espèce de poulet saucissonné, puis en même temps un rapport au féminin saucissonné et offert sur un plateau, donc c'est quand même aussi assez grinçant et savoureux. Et puis ce fameux déjeuner de fourrure, en réalité le bracelet, je le montre rapidement pour si vous ne connaissez pas l'anecdote, il précède. Elle est célèbre à cette époque-là, puis elle travaille pour gagner sa vie à faire des bijoux, notamment pour la
haute couture. Et donc, elle fait ce bijou en fourrure. Et un jour, pendant un déjeuner, avec Sofferer de Ramar et Picasso, etc., ils lui disent « Mais c'est tellement chouette ton bracelet de fourrure, on devrait mettre de la fourrure partout. » Et puis de là, elle nous fait la tasse plein de fourrure, un déjeuner en fourrure, et puis c'est des objets surréalistes là aussi qu'on aurait beaucoup de peine à oublier. Et puis cette petite bière un peu plus tardive, cette petite bière avec la queue d'escargot, d'écureuil, d'écureuil, c'est extraordinaire. Elle fait aussi des peintures extraordinaires. Je vous ai montré l'arbre tout à l'heure dans le premier défilement. Là, on a cette femme couchée avec des pierres. Enfin, c'est aussi une peintre très très intéressante. Elle va revenir évidemment en Suisse, enfin, vous connaissez à peu près son parcours. Elle naît en Allemagne, elle va faire Paris, la Suisse, après elle revient un petit peu à Paris, elle revient en Suisse. Mais on continue notre parcours pour essayer d'avoir une certaine vue d'ensemble et puis gentiment conclure. Dorothea Tanning, elle est extraordinaire. Alors elle va surtout vivre aux États-Unis, c'est une des plus jeunes de l'équipe. Elle ne va pas faire ce moment parisien avant la guerre, mais après la guerre, aussi de nouveau par amour pour un certain surréaliste, elle va se retrouver à revenir en France avec lui. Mais enfin, elle est quand même une femme extraordinaire. Alors ça, c'est probablement dans les découvertes, enfin j'avais déjà vu des tableaux d'elle, mais d'approfondir un peu ce sujet pour vous aujourd'hui, ça m'a été l'une des très grandes coup de cœur. C'est une femme qui meurt centenaire, qui est aussi morte à New York, mais enterrée au Père-Lachaise. C'est assez drôle, hein, comme Léonore Fini. Elle va donc faire des tableaux d'une extraordinaire puissance d'évocation surréaliste, avec comme ça une atmosphère déjà extraordinaire, parce qu'on voit cette porte, on voit le monde de l'enfance, on voit des choses bizarres qui se passent, et puis probablement tout un tas de non-dits, de fantasmes comme ça liés à cette époque-là. Mais elle va donc se mettre en scène aussi, très belle femme, dans des autoportraits assez hallucinés, avec des robes complètement inventées, des chimères, voilà, des dessins. Je vous parlais tout à l'heure, peut-être le plus gros reproche ou la critique la plus dure qu'on puisse adresser à quelqu'un, c'est de dire qu'il fait de l'illustration. Il y a un petit peu chez elle, dans cette première période de l'illustration, c'est-à-dire elle a une bonne idée d'illustration poétique, mais au niveau de la matière picturale, voilà, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais vous verrez que ce qui est extraordinaire chez elle, c'est que ça évolue beaucoup et plutôt vers le mieux, enfin de mon point de vue. Bon, de nouveau, il y a des visions extraordinaires avec ces petites filles qui déchirent le mur, mais en même temps dans le mur, il y a quoi ? Il y a des nombrils avec des cheveux, enfin c'est très, voilà, nouveau, c'est très bizarre et halluciné. Mais ce que je trouve magnifique chez elle, c'est comment ça va évoluer par la suite, avec son fameux chien, mais ici gigantesque, et puis où tout à coup on aura une période dans les années 50-60 où là carrément toute la surface picturale va exploser, puis on aura une espèce on est à l'époque du pop art, mais en même temps, il y a quelque chose encore du souvenir du cubisme où les formes sont là, mais complètement éclatées. Et puis, on a des éclats de couleurs un peu comme des reflets de méduse. Enfin, voilà, c'est un univers que je trouve extrêmement stimulant et intéressant. Et puis, ce qui est assez rigolo, ça m'a évidemment fait penser à ce que je viens de terminer de commenter à Baylor, c'était Yayoi Kusama. Vous savez que Yayoi Kusama, elle est connue en 1963 pour avoir inventé la sculpture molle, où elle faisait des sculptures de pénis un peu partout. Ça, c'était Yayoi Kusama dans les années 60. Et exactement à la même époque, on avait ici Dorothea Tanning qui s'est adonnée à la même chose. Alors pour le coup, elle l'a peut-être copié, elle l'a peut-être vu, peu importe. Elle fait ça de manière extrêmement riche et fascinante parce que ces formes, voilà, sont d'une bizarrerie, d'une étrangeté. Et elles annoncent c'est assez curieux, je viens de faire le lien, mais elles annoncent, je trouve, un artiste contemporain suisse qui est assez extraordinaire, qui a beaucoup de succès actuellement, c'est Yves Netzhammer, qui a eu tout récemment une exposition au Kunsthaus de Zurich, et qui a ce même décalage un peu poétique, et puis des formes, on dirait des bras, on dirait des jambes, on dirait des ventres, et puis en même temps, voilà, ça tombe, mais c'est très très fascinant. Il y a peut-être une petite inspiration à chercher. Enfin voilà, extraordinaire Dorothea Tanning. On conclut notre tour pour quand même réussir à dire d'autres choses que tout cela. Remedios Varo qui va, elle, naître en Espagne, arriver à Paris, et puis enfin se retrouver dans le Nouveau Monde avec un de ses maris, aussi surréaliste, qui... donc, ils doivent choisir en réalité le Mexique et pas les États-Unis, parce qu'ils sont les deux communistes, et puis évidemment, l'entrée des États-Unis leur est
fermée au moment de la guerre. Elle fait des tableaux extraordinaires aussi, au début très constructivistes, avec voilà, des formes, on est encore bien dans les années 20, et puis elle va évoluer vers des univers voilà, d'une très grande bizarrerie, mais un peintre tout à fait extraordinaire, au surréalisme vraiment voilà, d'une grande finesse, d'une grande étrangeté. Elle évoluera dans les années 50-60 vers des choses un peu plus illustratives, j'aurais envie de dire. Enfin, moi, c'est beaucoup, à l'inverse, c'est moins ça qui m'intéresse chez elle que les tableaux d'avant. Mais enfin, c'est aussi une artiste tout à fait intéressante. Et elles vont se retrouver avec Leonora Carrington, les deux au Mexique, tout à la fin de leur vie. Elles vont être très proches l'une de l'autre. Et d'ailleurs, leurs tableaux s'en ressentent. Ils sont aussi assez proches dans leur esthétique l'une de l'autre. C'est pour ça que j'introduis comme ça Leonora Carrington. Leonora Carrington, anglaise, qui va finir sa vie. Donc elle est à l'Académie aux enfants à Londres. Coup de foudre avec son nouvel amour, elle se rend à Paris. Et puis au moment de la guerre, c'est assez terrible parce que son mari se fait emprisonner. C'est Max Ernst, hein, le mari en question. Il se fait emprisonner et elle fait une décompensation totale. Et puis en fait, elle part. Et puis en fait, quand il est libéré, il revient, il ne la trouve pas. Et puis c'est un peu la grande tragédie de leur existence, enfin, cet amour qui s'interrompt comme ça. Et puis, bon voilà, elle va finir sa vie au Mexique avec Remedios Varo. Et Carrington, c'est intéressant, j'ai trouvé les premières toiles aussi, qui sont vraiment d'une magnifique étrangeté, avec une pâte très peu précise et une huile finalement très peu lisse, qui a au nouveau aussi quelque chose de très intéressant de ce début de siècle. Et puis alors pour le coup, elle évolue vers quelque chose de très précis, très influencé par comment dire, les flamands, voilà, disons, la peinture flamande de la Renaissance, et puis fait une magnifique Tentation de Saint-Antoine, ou La Géante, là-bas, un tableau extraordinaire, qui a aussi connu des records sous le marteau tout à l'heure, enfin récemment. Voilà, des scènes complètement hallucinées, très très belles, de Leonora Carrington. Elle fait des sculptures, et là c'est Remedios Varo, donc la précédente dont je vous ai parlé, qui a un de ces masques sur la tête, et de nouveau on voit un peu ces complicités entre ces femmes surréalistes. Et puis on arrive à la fin avec Frida Kahlo, qui fait elle ses petites années à l'étranger aux États-Unis, mais qui a cette vie extrêmement compliquée, avec des maladies successives, avec un accident de bus qui la traumatise, enfin qui surtout lui casse à moitié la colonne vertébrale. Elle va devoir porter des corsets. Elle va malgré tout tomber 2 fois enceinte, avoir 2 fausses couches extrêmement traumatisantes. On lui enlève certains organes à des moments. Enfin, c'est une vie en tout cas médicalement extrêmement terrible. Et puis elle meurt d'ailleurs à un âge assez peu avancé, vu que c'est à 47 ans qu'elle décède à Mexico. Elle fait un tableau absolument magique de généalogie, où elle représente ses grands-parents des 2 côtés, ses parents au-dessus d'elle, puis elle, le petit enfant qui tient le ruban. C'est d'une poésie assez extraordinaire. Et puis, ce qui est assez génial, c'est qu'elle oscille assez régulièrement entre des représentations hyper brutes, comme une espèce de douanier Rousseau, enfin, avec un côté naïf extrême, très populaire, ancré dans la culture populaire, puis en même temps, voilà, des descriptions anatomiques d'objets qui sont, pour le coup, très très surréalistes et très modernes. Évidemment, vous l'aurez compris par les différents objets qui sont mis en scène ici. En tout cas, le fœtus, c'est une représentation alors, des différents traumatismes qu'elle traverse et qu'elle transcende par la peinture. L'une des fausses couches, en l'occurrence. À la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec des jeux culturels, j'ai trouvé assez beau de montrer ça aussi aujourd'hui, avec tout ce qui peut se passer dans le monde entre ces deux pays. Enfin voilà, ça a toujours été compliqué, et puis plein de tensions. Là, on a encore franchi un cap. Et puis enfin, ce tableau-là, sur lequel je terminerai mon grand tour, et puis ensuite on va en discuter de 3 éléments juste pour conclure. Je termine mon grand tour sur ce tableau, alors extraordinaire quand même. Elle est en train de dormir,
Il y a un arbre qui pousse autour d'elle comme pour la protéger, donc il y a quelque chose de réparateur dans ce sommeil, mais en même temps il y a presque un dédoublement peut-être de sa propre personne à travers un squelette. Est-ce que c'est elle, est-ce que c'est son squelette, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui se passe à l'intérieur de ce squelette, c'est plutôt angoissant et douloureux même à regarder. C'est que voilà, il y a des bâtons de dynamite qui sont attachés à ces différents os. Et bon, enfin, voilà, on peut imaginer tout à fait qu'il y a quelque chose de cette dissociation chez elle où, au fond, le sommeil est réparateur et puis même c'est plutôt une fuite parce que la réalité de son corps et de comment elle se sent à l'intérieur, c'est plutôt la catastrophe. Et ce tableau-là vient d'exploser complètement le record pour une femme artiste aux enchères assez récemment. Il a dépassé la barre symbolique des 50 millions de dollars. Et c'est tant mieux, enfin, c'est assez génial qu'il y ait quelqu'un, enfin, une femme qui ait dépassé cette barre symbolique. Et c'est quand même assez incroyable et pas anodin que ce soit justement une de ces femmes surréalistes. Et maintenant, je vais lancer quelques éléments pour essayer de conclure sur cette grande traversée des femmes surréalistes que je vous ai proposées. Et ces différents éléments, ils sont là. Donc le postulat de départ, pour moi, c'était quoi? D'abord, une petite anecdote personnelle, moi j'ai eu 2 moments dans ma vie où j'étudie certaines choses à côté, mais je fais aussi quelque chose de régulier, je fais des visites guidées à la Fondation Baeller. Donc à chaque fois je me plonge à fond dans un thème qui est le thème chez Baeller. Le surréalisme à Paris 2012, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, si vous étiez venu voir, c'était quand même extraordinaire, il y avait une grande exposition sur le surréalisme, pratiquement aucune femme. Donc au fond, moi qui ai biberonné à Baeller, j'ai étudié le surréalisme en 2012, je n'ai pas vu de femmes, parce qu'il n'y en avait pas. Dommage. Par contre, on arrive en 2025, la collection Hersin, et là je la découvre aussi à la Fondation Baeller, extraordinaire, des tableaux de Toyen, notamment de Dorothea Tanning, des extraordinaires tableaux, et je me dis, en fait, il y a quelque chose là que j'avais complètement manqué jusqu'à présent dans ma vie, il y a des femmes surréalistes extrêmement intéressantes. Et là, ça commence à faire le déclic chez moi. En 2024, l'anniversaire des centenaires, avec une faute d'orthographe, vous m'excuserez, Expo de Paris et de Lausanne, il y avait beaucoup plus de femmes déjà, je ne sais pas si vous avez vu les deux en 2024, il y avait tout à coup une présence beaucoup plus grande. Et là, je me dis, tiens, quand même, heureusement, c'est en train de changer. Et puis, j'ai commencé à me faire des réflexions en me disant, voilà, c'est le premier mouvement qui a fait une place aux femmes parce que, voilà, c'est en tout cas très visible. C'est assez logique parce que c'est un mouvement révolutionnaire et la révolution passe aussi par l'égalité. Elles ont donc pu prendre leur place. Ça, c'est les réflexions que je me fais, le postulat de départ aussi pour cette conférence. Statistiquement, par l'essence même de ce mouvement, il y a eu plus de femmes et des carrières davantage valorisées. Donc là, on voit déjà avec certaines qu'on a pu voir que mortes, comme pour Valentine Hugo, dans l'anonymat et la misère. Donc bon, c'est déjà pas tout à fait juste. Mais enfin, on va voir ensuite ces différents postulats de départ, comment ils résistent à l'expérience. En outre, par la liberté totale qu'offrait cette révolution, elles ont développé un regard propre, un regard original, un regard que les hommes n'auraient pas pu avoir. Ça, c'est aussi une intéressante idée que je m'étais un peu posée au départ. Le point de vue des intéressés, ça c'est quand même très intéressant parce qu'il faut leur donner la parole. Qu'est-ce qu'elles ont pensé de ça, et de mon postulat de départ, de mon fantasme, comme quoi elles étaient super bien et mises en valeur dans le mouvement surréaliste? Eh bien non, Yves ne regarde jamais le tableau que je suis en train de peindre. Naturellement, je m'intéresse davantage à son travail que lui au mien. Ça, c'est Madame Kessage, qui était la compagne de Yves Tanguy. Breton a dit quelque part, je cite de mémoire, que la femme soit libre et adorée. Mais je suis désolé de dire que la plupart des disciples de Breton n'en étaient pas moins machistes. Pour autant, parmi eux, les femmes avaient tendance à être autorisées, mais non nécessaires. Je remarquais avec une certaine consternation, donc là c'était Cohun, avec une certaine considération que la place de la femme dans le surréalisme n'était pas différente de celle qu'elle a dans la société bourgeoise en général. Dorothea Tanning. À l'époque, nous pensions vraiment que le surréaliste allait changer le monde, que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Cela ne s'est pas produit, bien sûr. Elena Gare. Donc c'est assez intéressant, évidemment, tout cela est de l'ordre d'un certain fantasme, en tout cas moi j'avais imaginé ça, je me suis probablement trompé, mais néanmoins il y a quand même d'autres choses qui peut-être contrebalancent ce constat. L'une des choses qui explique peut-être aussi du vivant, de leur vivant, dans leur parcours de vie, le fait qu'elles ont globalement été souvent un peu écrasées par ces personnalités masculines, c'est qu'en fait on a aussi bêtement une question de génération. Les hommes, j'en ai pris un peu au hasard, mais les plus importants, ici j'en ai pris aussi une quinzaine pour faire une moyenne, la plupart de ces hommes, leur année de naissance médiane c'est 1896. La plupart de ces femmes dont on a parlé aujourd'hui, année de naissance médiane 1907. Elles ont déjà 10 ans de moins.
Donc évidemment, rien qu'au niveau, au-delà de l'écart masculin-féminin de la société bourgeoise et des choses comme ça, elles sont aussi très régulièrement plus jeunes. Elles sont toujours avec des hommes plus jeunes qui, par leur expérience, par leur âge, etc., les écrasent un petit peu. Donc ça, c'est juste aussi un élément à avoir en tête pour dire que, voilà, souvent, ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile d'exister, non seulement parce qu'elles étaient des femmes, mais aussi parce qu'elles étaient plus jeunes. Et puis, malgré tout, et c'est là que c'est extraordinaire, elles ont fait des carrières et des œuvres absolument merveilleuses. Bon. On continue notre réflexion, et puis on se dit quelques chiffres sur l'ensemble de l'aventure surréaliste. Les femmes n'ont jamais excédé les 10%. En réalité, j'ai lu plusieurs articles de gens qui ont été vraiment cherchés à compter un petit peu, faire des statistiques. 10% des protagonistes actifs entre 1924 et 1969. Dans les expositions, c'est un tout petit peu différent. Ce 10% a tendance un petit peu à augmenter. C'est-à-dire que dans les expositions de la fin, les femmes sont plutôt autour de 20% que de 10%. Bon, c'est mieux. Mais pour se poser la question si c'est beaucoup ou peu aussi par rapport à l'époque, ça paraît peu, hein. 1 sur 10 quand même, ça paraît très peu. Mais par rapport à l'époque, qu'est-ce qu'il en est des artistes femmes de manière générale? J'ai pris un point de comparaison que je trouve intéressant, c'est Berthe Weil. Berthe Weil, c'était une galeriste femme pionnière de l'art moderne aussi à Paris entre 1900 et 1940. Alors c'est pas tout à fait la même période, hein, c'est juste avant. Mais justement, c'est une période encore plus réactionnaire, encore moins ouverte d'esprit. Et donc, à cette période-là, elle qui était proactive, qui était vraiment féministe, combien de femmes elle a réussi à montrer. Après, elle devait aussi en vivre, donc peut-être qu'il y a un côté choix, etc. Mais enfin, vraiment, elle s'est battue pour les femmes. Combien elle a réussi à en montrer dans son programme de galerie? 19%. Ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup. Mais ça veut aussi dire que, voilà, d'une certaine manière, le surréalisme était en dessous, en fait. S'il y avait 30% de femmes dans le surréalisme, là, typiquement, ma conclusion, elle serait complètement différente. Non, il n'y a que 10%. En fait, c'était assez peu. La représentation des femmes dans le surréalisme n'est donc pas exceptionnelle. La place qu'elles ont pu y prendre non plus. Ça a été difficile, ça a été un combat. Bon, qu'est-ce qu'il en est d'aujourd'hui? Et là, quand même, ça se répare un petit peu, et puis peut-être ça fait du bien. Cette année, si vous avez l'intention d'aller à Londres, vous avez une magnifique exposition qui sera consacrée à la Tate, à Frida Kahlo. Itel Kohoun, ça a été à la Tate Britain cette année, ma foi, ça vient de passer, enfin l'année passée. Lee Miller, Turin, grande exposition en 2025. Leonora Carrington aussi à Milan et au Musée du Luxembourg à Paris en 25-26, donc ça veut dire qu'on l'aura au Musée du Luxembourg cette année. Fini à Milan en 2025, Toyen au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris en 2022, c'est assez récent, tout ça c'est des grandes expositions extraordinaires. Meret Oppenheim, vous avez peut-être vu, c'était MoMA et aussi le musée de Berne. Dora Maar, Tate Moderne 2019-2020. Tanning aussi en 2019 à Londres. Kay Sage, un musée aux États-Unis en 2019. Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer en 2018. Remedios Varo, Art Institute de Chicago en 2023. Donc ça, c'est assez extraordinaire, c'est les 10 dernières années hein, quand même. Et puis, moins sur Eden Agar, mais quand même dans une galerie importante à New York. Et puis, je vais trop vite. Ça montre quand même que dans les 10 dernières années, avec assez peu de recul, on peut quand même se rendre compte que la tendance invisibilisation de ces femmes est complètement en train de s'inverser. Et puis c'est très heureux, c'est extrêmement positif. Et ça montre que voilà, il y a quelque chose qui est, de ce point de vue-là, un petit peu en train de se corriger. Autre chose qui me paraissait important pour conclure enfin, c'est cette idée, le marché comme ça nous donne des indicateurs assez forts pour savoir est-ce qu'elles sont prises au sérieux, est-ce qu'elles sont respectées, valorisées ces femmes aujourd'hui. Et bien, Frida Kahlo explose absolument tous les records, toutes manières de peindre confondues, aussi bien les expressionnistes abstraits que les impressionnistes. Enfin voilà, elle est de toutes les femmes celle qui a vendu le tableau le plus cher avec 54 millions. Leonora Carrington, elle fait quand même un tableau à 30 millions aussi assez récemment. Je n'ai pas l'année, ça fait erreur. Mais c'est aussi, tous ces records sont dans les 10 dernières années, c'est assez logique. Remedios Varo, 6 millions. Kay Sage, 7 millions. Toyen, 3 millions.
Léonore Fini de Ennemi, etc., etc. Et puis la moins cotée, disons, de ces surréalistes, c'est Hélène Agar, avec une des muses, c'est-à-dire une de ses têtes sculpturales, à seulement 150 000. Mais bon, enfin, c'est quand même pas mal. Ce que je trouve intéressant ici, c'est vraiment de montrer que voilà, on a une archi-présence de ces femmes-là et qui est finalement vraiment inversement proportionnel avec ce côté très macho de ce groupe surréaliste, ou en tout cas de ce qu'on a pu dire qu'elles ont été écrasées. Ben là, effectivement, il y a un sursaut extrêmement intéressant à notre époque. Et puis enfin, pour un petit peu nuancer le propos, où on aurait pu dire, où on aurait pu conclure en disant oui, finalement, le surréalisme, une révolution au féminin, en fait, c'est une révolution ratée au féminin. Bon, ça aurait pu être une conclusion, ça ne va pas être la conclusion, je dirais plutôt comme conclusion, la révolution continue. Bon, ça c'est peut-être un des aspects, mais ce que je trouve très intéressant, c'est de considérer que le surréalisme, c'est certes des acteurs qui sont des artistes, des gens qui ont été actifs et qui ont créé, mais pas que. Et en réalité, dans les fameux 10% des créatrices dans le surréalisme, ce qu'on oublie de compter, et qui est très important, c'est qu'en fait, le surréalisme n'aurait pas existé sans des femmes absolument extraordinaires aussi, qu'il faut avoir en tête, qu'il faut se remémorer de temps en temps. C'est évidemment Peggy Guggenheim, ici à Paris, un petit peu avant la guerre, qui est d'ailleurs la première femme à créer cette espèce d'enclos contre lequel se sont ont protesté certaines. Elles ne voulaient pas être juste entre femmes. Enfin, c'est quand même la première à avoir fait ça. Une exposition très intéressante en 1942 qui réunissait 31 artistes femmes dans sa galerie d'avant-garde à New York. Et il y avait évidemment une bonne partie des personnes que je vous ai présentées aujourd'hui. Et puis enfin, c'est aussi grâce à elles qu'ils ont réussi à partir aux États-Unis. Pour la plupart, c'est grâce à son argent, c'est grâce à, comme Kay Sage, mais elle a fait beaucoup pour leur obtenir des visas. Et puis enfin, dernière pirouette, mais qui est assez intéressante, laquelle aussi a été l'une des très importantes et grandes mécènes du surréalisme, sans laquelle certainement tout ça ne serait pas arrivé. Et autant dire que son mari, il existait, mais il était absolument inconsistant dans cette manière de soutenir et de promouvoir le surréalisme, c'est évidemment Marie-Laure de Noailles. Et on termine ici justement sur une photo de Marie-Laure de Noailles par Dora Maar. Comme ça nous permet de retrouver et la créatrice et la mécène. Et voilà, et cela nous laisse, si vous voulez, sur une espèce de vue d'ensemble, sur un grand voyage qui était peut-être un petit peu échevelé. Je suis navré de vous avoir montré autant, mais j'espère quand même aussi avoir glissé là au milieu quelques pistes de réflexion pour se dire que voilà, le surréalisme, les femmes, c'est une aventure complexe, parfois contradictoire, mais qui n'a pas fini, et heureusement, de nous être racontée. Puis là, on peut que s'en réjouir. Je vous remercie en tout cas de l'invitation. Merci. On m'a dit que je devais vous autoriser à poser des questions, vous inviter à poser des questions. Donc faites-le avec plaisir, je suis ouvert à la discussion. Oui. Vous avez parlé du regard propre de ces artistes surréalistes. Est-ce qu'elles ont une spécificité par rapport aux... Alors c'est une bonne... c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, ce que j'essaierai pas de faire cet exercice un petit peu délicat qu'avait essayé de faire Chadwick, mais de dire, voilà, qu'est-ce qui vraiment les réunit proprement. Moi, ce que je me pose la question peut-être plus humblement quand je regarde ce parcours qu'on a fait ensemble, c'est de dire, voilà, est-ce que dans tout ce qu'on a vu, on retrouve des choses qui nous font, qui nous font penser à, voilà, tel artiste un peu plus connu, homme d'une autre génération, un peu plus vieux, etc. Et je crois en tout cas très sincèrement que ce n'est pas le cas. Tout ce que j'ai traversé là avec vous, toutes ces images parfois extrêmement fascinantes, extrêmement prenantes, qui nous restent, c'est des inventions d'une spontanéité géniale et qui ne doit rien généralement à un homme derrière. Et c'est ça m'a fasciné. Donc il y a effectivement un regard propre, il y a un regard neuf, il y a un regard important, mais d'aller
pour seulement 13 personnes ici, mais on aurait pu faire 25, on aurait pu trouver 25 femmes surréalistes. Mais faire entre autant de personnes une espèce de point commun, c'est extrêmement difficile. Donc en gros, je ne peux pas m'aventurer là-dedans, mais je dirais simplement, pour moi, il y a peut-être pas un regard femme, mais il y a des regards d'une originalité incroyable. Et puis c'est ça qui m'a beaucoup plu. Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une liberté incroyable. Et puis il y a ce côté onirique, j'entends, et on est constamment entre la réalité, mais elles ont cette liberté de pouvoir. Finalement, il y a nos limites. Ouais. C'est vrai que c'est des fois un petit peu surprenant, et l'homme peut-être plus rationnel. Peut-être, ouais. En fait, c'est corrélé, je dirais, là, les deux réponses, enfin, ou vos deux questions. Donc, vous dites que les hommes ont peut-être été plus rationnels, alors peut-être pas les surréalistes, mais enfin, l'idée qu'on est dans un univers avec ces femmes d'une liberté complète, d'un onirisme, enfin, ça casse absolument toutes les frontières. Là, pour le coup, on en revient au titre, une révolution au féminin. Bah oui, effectivement, le côté révolutionnaire de ces femmes qui ont tous dû pratiquement s'arracher à un certain milieu pour s'imposer dans une société d'hommes, souvent plus vieux qu'elles, et ci et ça, bah, si elles n'avaient pas les épaules pour être des vrais révolutionnaires et d'assumer complètement leur liberté, elles n'auraient pas réussi à exister en tant qu'artistes. Elles ont toutes existé en tant qu'artistes. Et effectivement, alors là, pour le coup, le point commun ou le plus petit dénominateur commun, c'est la liberté. Est-ce que les hommes ont été autant libres qu'elles? C'est vrai. Ils ont certes été libres, ils ont joui de leur liberté à plein de niveaux, mais peut-être ils étaient plus dans certains carcans et peut-être avec moins de... voilà, ça c'est moins évident, cette ouverture, même si dans le surréalisme, c'est un peu quand même une des définitions du mouvement, mais c'est une bonne remarque. Oui. Il y a une chose qui me frappe. Je me souviens d'une exposition à Lausanne intitulée « La femme dans le surréalisme » et de l'agressivité des messieurs vis-à-vis de la femme objet sexuel. Ouais. Dans les images que vous nous avez montrées, il n'y a pas cette agressivité. Oui. Oui, c'est très juste, vous dites. Il n'y a pas un homme objet sexuel. Non, absolument. Alors, oui, ça c'est un très bon point que vous mettez en évidence ici. Il n'y a pas d'objectivisation ou en tout cas de fétichisation de l'homme, une sorte de renversement, parce qu'effectivement, ça ce qui est très sûr et qu'on pourrait démontrer facilement, la femme dans le surréalisme a souvent été la femme enfant, la femme objet, la muse, mais souvent la poupée, exactement. Et il n'y a pas du tout de renversement. En fait, c'est ce que dit un peu Chadwick dans son livre, où la femme n'a pas besoin d'un objet extérieur pour l'inspirer, elle va chercher à l'intérieur son inspiration. Et puis c'est ce qu'on va retrouver ici. Et dans ce mouvement vers l'intérieur, il y a aussi moins d'agressivité, il y a aussi moins de violence, que vous soulignez tout à l'heure en disant que chez les hommes, il y a une manière, dans la fétichisation probablement aussi, de prendre le pouvoir, le contrôle, etc. Je vous remercie encore une fois et je coupe le micro.